choses là qui sont les affiches, dans les affiches, il y a des pièces d'affiches. Commencez là. Les affiches sont. Oui. Les listes de présence officielle avec l'enquête, c'est ça. Oui, oui. Tout le monde a signé. Ça suffit encore. Ça suffit. Commencez le match. Après, commencez à dispatcher. Vous avez vu les. Bien. J'ai dit qu'on a invité sans former des écoles de notre logique. Si ici, il y a une école qui n'est pas mécanisée, qui n'est pas payée, pour cette rapport, si cette école-là n'est pas même pas d'aider. Oui. Oui. S'il y a une école qui s'est trouvée pour la proposition, vous êtes d'accord que n'êtes pas là. Ça c'est 600. Pour que ça soit combien?
d'emploi en tant qu'enseignant ou enseignante. Je comprends que toute violence de ce code peut entraîner des sanctions disciplinaires à mon endroit, conformément au régime disciplinaire de ce code, voire titre 4. Non, exemple, Marie-Jeanne Tudjumwenomunda, fonction sous-prophète urbain, chef d'établissement, école, EP Moussobionsu, EP Benomundu, EP, etc. Fait à Kananga la date d'aujourd'hui, année, signature et le numéro de téléphone. En 3 exemplaires originaux. Vous signez directement. Mais normalement, tous les membres du comité ici présents sont déjà qui viendra pour la supervision, voir comment vous, toutes les écoles regroupées dans ce site-là, vous faites remplir, vous faites signer ces actes d'engagement à vos enseignants respectifs dans l'école haute. Vous signez les 3, vous gardez une copie pour les classements dans vos écoles respectives, vous remontez directement les 2 ici, secrétariat de la sous-division. Une copie pour les Kinshasa, une copie reste à la sous-division. Mais si les membres superviseurs de vos sites sont là, ce sont eux qui récupèrent, qui amènent ici. S'ils ne sont pas là, on a indiqué l'école, tel directeur, directrice a retiré 3 copies. Je commence par vous présenter messieurs les conseillers rattachés au cabinet du ministre des tutelles, ici présents. Vous êtes présents. Alors, le message que je vous ai livré, je voudrais que vous puissiez les réentendre de toutes pour les respectifs. Soyez attentifs. Il y a des conséquences qui s'en suivent. Donc c'est obligatoire de les signer. C'est presque obligatoire de les signer parce qu'on veut une école en République démocratique du Congo qui est sécurisée. Donc vous avez été mis à contribution, le chef d'établissement, pour pouvoir sensibiliser les enseignants et obtenir cette signature. J'espère que vous avez commencé par vous-même par signer. Oui, donc parce qu'il faut prêcher par l'exemple. Vous ne pouvez pas aller chez les enseignants sans que vous-même vous n'ayez signé ce code. Donc nous comptons beaucoup sur vous. Et si vous avez des préoccupations par rapport à ça, nous sommes là pour pouvoir répondre. Parce que certainement vous aussi, vos enseignants vous poseront des questions. Donc nous sommes disponibles, Madame Bibi chez moi, pour répondre à toutes les questions relatives au code. Vous allez peut-être remarquer que l'idéal c'était d'avoir un exemplaire pour chaque enseignant, mais on peut vous garantir que dans les jours à venir, tout cela va arriver. Parce qu'on ne peut pas vous faire signer quelque chose sans que vous n'ayez cela avec vous. C'est presque une petite Bible que vous devez porter avec vous pour savoir comment vous comporter en milieu scolaire. Donc dans les jours à venir, ce code sera mis à disposition de tout le monde. Mais dans l'entente, vous avez les affiches qu'on vous a données qui reprennent un peu tous les articles de ce fameux code. Donc peut-être si Madame Bibi, je peux ajouter quelque chose. Après, nous serons à votre écoute pour les questions ou peut-être les observations que vous avez à formuler par rapport à la signature de cet acte d'engagement. Merci. Je ne sais pas si ma voix porte jusque là derrière. On m'entend?
Bonjour. En fait, moi je suis Madame Bibiche Modjaka. Je suis spécialiste en communication au sein du projet PERS. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet PERS. Oui. C'est le projet d'équité et renforcement du système éducatif. En des mots simples, on l'appelle projet gratuité. En fait, ce projet, qui est financé par la Banque mondiale à hauteur de 800 millions de dollars, est un projet du ministère de l'EPST, du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Ce projet est venu appuyer le ministère de l'EPST dans la mise en œuvre de la politique de la gratuité. Et pour que la gratuité soit effective et se fasse dans de très bonnes conditions, il y a plusieurs activités à mettre en œuvre. Il y a par exemple l'activité qui nous réunit ici, donc la mise en place d'un environnement sécurisé et inclusif dans les écoles. Il y a par exemple le recrutement des enseignants. Il y a par exemple le recrutement en un nouveau mode basé sur le mérite des directeurs d'école. Donc il y a vraiment plusieurs activités à mettre en œuvre et le projet qui est financé par la Banque mondiale est un projet du gouvernement, donc du ministère de l'EPST pour appuyer la politique de la gratuité. Je n'irai pas trop dans les détails. Qu'est-ce qui nous réunit ici? C'est le code de bonne conduite comme Madame la sous-préfète l'a bien dit et Monsieur le conseiller du ministre l'a bien dit. Pourquoi ce code? On ne le répétera pas assez. Il y a beaucoup trop de plaintes, beaucoup trop de problèmes. À plusieurs années en arrière, on pouvait considérer ça comme une normalité. Mais maintenant, avec les années qui viennent après, on se rend compte que non, on ne peut pas continuer à se comporter ainsi. Une élève qui vient à l'école doit sentir qu'elle est dans un milieu sécurisé. Elle ne doit pas s'inquiéter de son avenir. Elle ne doit pas trouver ses bourreaux à l'école. On remarque que pour les écoles, les classes de recrutement, il y a beaucoup de filles. Mais au fur et à mesure qu'on avance vers les classes terminales, les filles se découragent. Il y a un nombre de moins en moins élevé, donc de plus en plus bas des filles. C'est vrai qu'il y a plusieurs raisons. Il y a aussi, il faut dire, nos coutumes, hein, ça joue aussi. Mais parmi les raisons principales, il y a les violences basées sur le genre. Il y a l'exploitation, abus sexuels. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, on venait encore de recevoir des cas où il y a un enseignant de plus de 60 ans qui a abusé de 7 élèves. Et l'âge de ces élèves-là variait entre 14 et 16 ans. Donc ce sont vraiment des antivaleurs, comme Madame la sous-préfète l'a dit, ce sont des antivaleurs que nous devons combattre. Le code ici, c'est juste pour aider le personnel enseignant que nous sommes, pour nous aider à réguler notre comportement, non seulement vis-à-vis des élèves, mais aussi vis-à-vis des enseignants entre eux. Donc c'est quelque chose de très important. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de vraiment vulgariser le contenu du code, mais nous comptons sur votre intelligence, puisque vous êtes enseignant, donc vous aurez le temps de bien lire encore, vous aurez le temps de bien expliquer ce code pour que nous comptons vraiment que tout le personnel enseignant, donc 100% des enseignants, adhèrent au code de bonne conduite en signant l'acte d'engagement. Et je voudrais signaler ici qu'après notre mission, il y aura une grande campagne de vulgarisation de ce code et du mécanisme de gestion de plainte. C'est un mot nouveau que j'introduis, mais en fait, c'est un mécanisme qui est mis en place avec l'appui du projet, qui est mis en place par le ministère de l'EPST, avec l'appui du projet, pour aider tous ceux-là qui sont victimes de violences basées sur le genre, de violences, exploitation, abus sexuels, que tous ceux-là qui sont victimes de toutes ces antivaleurs puissent avoir la possibilité de dénoncer leur bourreau, puissent avoir la possibilité d'appeler par un numéro vert pour dire « Voilà, je dénonce, j'ai surpris un enseignant en train d'exploiter ou d'abuser d'une élève, ou même d'un élève, ça peut arriver. » Ou bien un parent, parce que la fille ne sait pas dénoncer. Un parent qui peut aussi appeler pour dire « Voilà,
ma fille a été victime d'exploitation ou abus sexuels. Donc, il y aura un numéro vert. Il y en aura deux d'ailleurs. Il y a le 49 55 55 et le 122. Cela vous sera communiqué au cours de la grande campagne de vulgarisation qui arrive. C'est pour nous inciter et pour encourager les victimes, les survivants des violences basées sur les genres à dénoncer leurs bourreaux. Tout cela fait partie du code de bonne conduite qui est une norme imposée et mise en place plutôt par le ministère de l'EPST. Et donc, nous sommes de grandes personnes, on ne nous force pas à y adhérer, mais par bon sens, pour que les choses aillent bien, c'est toujours mieux que nous y adhérions, que nous y apposions notre signature sur l'acte d'engagement et que tous les enseignants que nous allons sensibiliser au niveau des écoles apposent aussi leur signature sur l'acte d'engagement et pour que finalement, après des années, nos enfants, nos petits-enfants étudient dans des écoles sécurisées et inclusives. Voilà. Je vous remercie. Si vous avez des questions, nous sommes là pour vous répondre. Relative au sujet, pas en dehors du sujet, commencer à parler TENAPEP et consoles aussi, autour du sujet. S'il y a quelques préoccupations, c'est très clair. Alors, puisque les conseillers sont avec nous, s'il y a d'autres préoccupations en ce qui concerne les ministères, allez-y, ils peuvent répondre. Vous voulez savoir leur philosophie, c'est quoi? Les nouveaux ministres, que dit-il? Pour la mise en retraite, comment? Et nous, on dit que nouvelles unités, on ne sait jamais. Posez alors, parce que le conseiller du ministre est là. Ma préoccupation est la suivante. À présent, le ministère est en train de mettre en retraite les chevaliers qui ont œuvré pendant 35 ans et 65 ans, qui seront nécessairement remplacés par les jeunes qui vivotaient dans l'espace. Et qu'est-ce que nous constatons? Dès que les dossiers sont remontés pour les jeunes qui doivent remplacer les chevaliers que le gouvernement est en train de remercier, on pose le problème de l'original des diplômes d'État. Il semblerait qu'il y a autant d'années que les finalistes, les élèves finalistes qui ont réussi aux examens d'État souffrent pour avoir leurs diplômes qui sont bloqués, qui à Kinshasa, qui on sait comment vous êtes la bouche autorisée, qu'est-ce que nous pouvons apprendre en rapport avec les diplômes d'État qui sont bloqués quelque part. Merci. Depuis quelques années, les diplômes, on ne les donnait plus. Mais dernièrement, en lançant la rentrée scolaire à Mbujimai, le ministre a procédé à la livraison des diplômes aux finalistes, je crois, de 2020. Oui. Ça veut dire qu'on est en train de régulariser toutes ces situations-là pour que tous ceux qui ont terminé aient leur diplôme. Mais aussi, vous avez remarqué peut-être qu'avec l'édition des examens d'État 2021, il y a une innovation que le ministère vient d'apporter. Lorsque l'enfant consulte le résultat dans les réseaux téléphoniques, il a la possibilité déjà de télécharger son attestation de réussite. Donc, je ne sais pas si vous avez expérimenté ça. Donc, quand vous allez à Vodacom, RTL ou je ne sais pas quoi, il y a un lien en bas qui vous permet d'avoir votre attestation de réussite. Déjà à partir de votre téléphone. Donc, on a essayé d'apporter cette innovation-là pour faciliter aux enfants qui veulent aller à l'université de se faire inscrire directement ou d'avoir déjà un document en attendant que le diplôme n'arrive. Donc je pense qu'il y a des efforts qui sont fournis
dans ce sens-là. Et plusieurs colis, je crois, sont encore bloqués dans des entrepôts, dans des agences, mais qui doivent parvenir pour régulariser la situation. Donc je crois qu'on y travaille. Mais pour ceux qui terminent, ceux qui sont en 6e, qui vont présenter les examens d'État, dites-leur ça, que déjà, le jour où ils consultent les résultats, il a la possibilité d'avoir son attestation de réussite. Donc voilà, ça c'est du tic au tac. Et pour immédiate en province. Hormis l'année 2015, où nous n'avons pas encore le diplôme. Mais le reste, nous avons le diplôme au niveau de l'IPP ici. Peut-être c'est là que vous posez, quand vous dites qu'ils n'ont pas de diplôme, ils cherchent ce diplôme, ils n'en ont pas. Il y a les candidats qui ne remplissent pas de formulaires. Les fiches envoyées par Kinshasa, c'est que nous appelons fiches d'identification. Donc si le candidat n'a pas rempli ça, il n'aura pas son diplôme. Et s'il n'a pas ce diplôme-là, il doit passer par l'IPP pour acheter les formulaires et on renvoie maintenant ça à Kinshasa pour remplir ce diplôme-là. Sinon, pour toutes les années, nous avons le diplôme, hormis l'année 2015. Je crois que c'est ça la lumière que je peux donner. Merci. Non, il faut passer chez là. Quand tu as terminé l'école secondaire, tu vas suivre une formation à l'école de formation des maîtres. La première école va être lancée, je crois, d'ici février à Mbanzangungu, où on va construire la première école. Et l'idée, c'est de les avoir, en tout cas, pas dans toutes les provinces, mais on va faire des sortes de hubs, comme vous dites, de points de regroupement où on va former ces gens. Parce qu'on sent que la qualité de l'enseignement baisse, parce que ceux qui viennent comme enseignants, ils ne suivent pas une autre formation supplémentaire. J'ai eu un problème un peu avec un neveu, mon neveu à moi, qui était dans une salle de classe. Alors, il suit les cours et donc le cahier que le professeur a utilisé, que l'enseignant utilisait, lui avait ça aussi. Alors quand l'enseignant est en train d'enseigner, lui est en train de suivre dans son vieux cahier qu'on lui a donné. Et à un moment, il interpelle l'enseignant pour lui dire « Monsieur, vous avez sauté une phrase ». Donc vous voyez, donc l'élève dit à son enseignant qu'il a sauté. « Non, je n'ai pas sauté. Non, vous avez sauté. Moi, j'ai le même cahier que vous. » Donc vous voyez que le niveau, ce n'est pas seulement quand on dit que c'est la gratuité qui est la cause de la baisse du niveau de l'enseignement, mais aussi cet aspect-là. Donc les enseignants ne donnent que ce qu'ils ont trouvé. On ne fait plus de recherches, on ne les aide plus à rechercher. C'est pourquoi on estime qu'il faut qu'un enseignant, celui qui va passer par, qui doit maintenant enseigner dans les écoles publiques, doit passer par l'école de formation de maîtres. Il doit avoir un certificat ou un brevet qui l'autorise d'être enseignant. Donc les choses vont changer un peu. Et ça sera la même chose même pour le recrutement des directeurs. Je crois que Mme Bibicher est venue sur ça. On va passer au recrutement par concours. Ce n'est pas comme vous le faites ici. Maintenant, on le fait, on nomme un enseignant directeur là-bas. Les gestionnaires aussi ont leur tempérament. Maintenant, ça va être des enseignants. C'est la méritocratie maintenant. Donc, il faut vous y préparer parce que ça va être très compétitif. Voilà. Et pour pallier à ces pléthores, il fallait que nous organisions des classes. Depuis que ces classes sont organisées, l'État n'a pas encore pensé à prendre ces classes en charge. Deuxième problème, c'est la clé de répartition des frais de fonctionnement. Nous autres qui parlons, nous avons 10 classes organisées et payées, mécanisées. Mais quand nous regardons les décalages qui existent entre nous et nos frères qui ont à partir de 12 classes, on ne comprend pas sur quelle base cette clé de répartition est faite. Merci. Parce que vous savez que vous percevez de l'argent et vous n'avez jamais déclaré ces classes-là, vous n'avez jamais eu l'intention de changer de structure de vos écoles. Ça, vous n'allez pas me contredire. Mais comme les bulletins se payent, vous prenez l'argent, vous allez vous acheter les bulletins et vous donnez les bulletins. Les examens d'État, comme on paye l'argent, vous prenez le nom, vous envoyez chez l'IPP, vous payez votre argent, ces enfants passent les examens, mais vous n'avez jamais pensé à changer la structure de vos écoles.
Et maintenant que la gratuité arrive, vous êtes un peu coincé parce que vous ne savez plus que faire de ces enseignants, que faire de ces classes, et du coup, ça devient une équation difficile pour le gouvernement à résoudre. On crie au pléthore des classes, on crie à ces... Moi, j'ai dit, 5 ans, on peut observer. Vous allez voir que cette question va se résoudre d'elle-même. Parce que, dans la plupart des cas, c'est vous, le chef d'établissement, c'est vos gestionnaires qui êtes à la base de ce problème-là. Mais qu'à cela ne tienne, je pense qu'on a fait un premier recensement et les nombres qui sont arrivés étaient pléthoriques. C'était assez. Et même là aussi, les gestionnaires, les chefs d'établissement, vous avez joué aussi à la magouille pour mettre des gens qui n'ont... Comment pouvez-vous trouver un enseignant qui a 65 ans et nouvelle unité? À 65 ans, nouvelle unité. Non, je vous dis, c'est des choses sérieuses. Je vous le dis. Quand vous rentrez dans ces fichiers-là, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens, dès qu'on prend les critères âge, déjà on élimine plusieurs personnes. Ne vous en faites pas, nous aussi nous sommes des hommes de terre. Nous savons ce qui se passe. Je connais un monsieur à qui on est allé proposer pendant cette mission s'il pouvait devenir enseignant. Donc on le prend à cet âge-là pour devenir une nouvelle unité. C'est pourquoi, après les accords de Mbouela, il a été décidé qu'une autre mission va être envoyée pour contre-vérifier ces effectifs qui a été fait. On parle de 81 000 nouvelles unités, mais on estime que c'est quand même assez. On peut encore le réduire. Donc c'est possible qu'avec cette mission, cette fois-ci, il faut faire très attention parce qu'on va être très regardant pour connaître le vrai nombre de NI, maintenant que l'État veut prendre en charge le NI en 2022. Alors, ça c'est d'une part. De l'autre part, vous avez aussi l'intérêt à faire modifier vos arrêtés. Pour vous qui avez plus de classes, pour rejoindre la deuxième question, pour que par rapport à la clé de répartition, ma soeur, que vous puissiez avoir, comme ceux qui ont 18 classes, ceux qui ont été honnêtes de déclarer le nombre de classes qu'ils ont. Et vous aussi, je pense que vous avez l'obligation, maintenant, de penser à changer vos arrêtés. Le moratoire a déjà été levé, mais je pense qu'on va encore insister là-dessus pour qu'on vous donne la possibilité de modifier la structure de vos écoles. Donc, souffrez un peu maintenant, ma soeur, que les uns gagnent un peu plus, que vous gagnez un peu moins, mais ça va se régulariser de toutes les façons. Et dans le projet PERS, ils vont y travailler aussi. Ils accompagnent les ministères aussi dans ce volet-là. Donc je crois que demain ou après-demain, 2022, il y aura beaucoup d'activités un peu dans ce sens-là pour vous aider à pouvoir résoudre tous ces problèmes-là. Mais on s'y penche, on est là-dessus et si vous avez lu l'addendum de l'accord de Mbouela, de l'accord de Bibois, ce qui a été fait en Mbouela, on est revenu sur ces questions-là et l'État a pris l'engagement de pouvoir régler cette question en 2022, dans le budget de 2022. Donc voilà un peu ce que je peux dire. S'organiser non agréé, je sais qu'il y a un travail qui a été fait. Il y a le recensement hormis que nous avons fait en 2019, au mois de janvier. Et ce travail a été fait avec tous les gestionnaires, sur base des enfants, parce que nos enfants doivent aussi étudier. Donc le travail a été fait, envoyé au secrétariat général, et cela c'est pour que cela soit sanctionné par des arrêtés, et c'est ce que nous attendons. Vous voyez, c'est un travail, il faut une étude, et les conseils nous donnent un document. C'est ça ce que nous devons faire. Par rapport aux frais de fonctionnement, bon, ça, nous commençons à subir ça aujourd'hui. On ne peut pas prendre quelqu'un qui a 2 enfants, on lui donne le nombre de pains par rapport à celui qui a 10. Celui qui a moins de structure. Alors c'est pourquoi, si vous voyez le gouvernement s'avancer, focaliser plus sur la somme de base. Il y a beaucoup de partenaires qui viennent avec tel et tel autre appui, c'est pour essayer un peu d'amener l'équilibre. Il y a paquet qui était venu, vous avez eu des l'école pour aborder la crête pour personne. Justement, c'est la question liée à la rémunération des enseignants, déjà payés. Ici, en fait, ça, plus d'un vraiment sont rémunérés différemment.
Qu'est-ce que je vais dire? Il y a dans cette ville, des Kananga, les anciens d'une même ville, ceux qui reçoivent les transports et les logements. Toujours sur cette même ville, les mêmes enseignants, d'autres enseignants qui ne touchent pas les logements, encore moins les transports. Bon, à quoi est dit, monsieur le conseiller, ce traitement à deux vitesses, deux poids, deux mesures, on ne comprend pas. Ça, c'est un peu la première question. J'ai la deuxième préoccupation par rapport aux retraités. Il y a des enseignants retraités qui, bon, pour certains, ils sont déjà partis, ils sont reversés sans la notification du ministère. Je ne sais pas si c'est une erreur au niveau du ministère ou peut-être que ce sera réglé dans les 2 prochains jours. Vous venez également de dire, monsieur le conseiller, qu'il y aura d'ici 2022 une école de formation de futurs maîtres. Vraiment, c'est une démarche sanitaire. Je l'encourage personnellement. Mais, quelque part là, je m'inquiète du fait que, par vous dire, l'école, la première école sera lancée à Bazangoum. J'estime que c'est au Congo central. Comment cet enseignant-là, c'est lui qui ambitionne intégrer l'enseignement, les PST, qui vit au site Kivu là-bas, qui doit prendre 2-3 avions pour atteindre Bazangoum et être formé. Est-ce que le ministère a bien pensé à cela? Ou bien il aurait fallu peut-être implanter d'un seul coup différentes écoles dans différentes provinces? Je vous remercie. Comment on dit ça on va implanter, par exemple, dans le Kassai, il y aura une école, et par-ci, par-là, il y en aura. Donc ça va s'étendre un peu partout, mais on commence toujours par quelque part. Et on pense qu'on va commencer par Mbanzango. Mais de toutes les façons, si un enseignant de Kassai un candidat de Kassai qui va aller là-bas, il sera certainement pris en charge. Donc ça, il ne faut pas vous inquiéter par rapport à ça. On va étendre ça partout. Alors, la deuxième question, c'est par rapport à la retraite sans la notification du ministère. Au fait, pour envoyer en retraite, certains vont être envoyés par ordonnance du chef de l'État, d'autres par le Premier ministre et les ministres. Tous les documents sont déjà sur la table du président de la République. Dès que le président de la République prend l'ordonnance, tout sera connu pour ceux qui vont en retraite. Ils doivent se calmer. Les décisions se prennent à un haut niveau. Donc, le chef a beaucoup d'occupations. On ne peut pas lui dire de signer ça demain. Mais dès que le président de la République signe, tous ces gens-là seront notifiés. C'est une façon aussi de valoriser le travail que vous faites comme enseignant. Je vais revenir, s'il vous plaît, je termine. Alors, la rémunération des enseignants, 2 poids, 2 mesures. Je ne sais pas si vos syndicalistes qui vous ont représentés en Mbouela ont fait la restitution. Les syndicalistes de votre province qui ont participé aux travaux de Mbouela, ils vous ont fait la restitution? Non. Donc, à Kananga, on n'a pas fait la restitution. Aucune. Aucun syndicaliste n'a fait la restitution ici. Peut-être à d'autres niveaux. Est-ce qu'on a vulgarisé cet accord de Mbouela? Donc vous n'êtes au courant de rien sur ce qui a été décidé là-bas. Mais c'est triste. Mais c'est après tout, c'est vous-même qui les envoyez là-bas. On les prend en charge et quand ils viennent, ils ne font rien. Donc ça, moi je note qu'on n'a pas vulgarisé, les syndicalistes n'ont pas vulgarisé l'accord de Mbouela dans la province de Kassai central. Parce que vous allez comprendre tout ça, le gouvernement s'est engagé à supprimer les zones salariales. Bon, pour le cas qui vous concerne, moi j'analyse un peu. Il s'est fait que, comme vous savez bien négocier les choses, il s'est fait qu'un enseignant a été à Demba, là-bas, et qui veut venir travailler à Kananga. Il s'arrange pour que son salaire qui était là-bas le suive à Kananga. Mais dans ce contexte-là, tu n'as pas le frais, tu n'as pas les transports. Je connais ces histoires. C'est vous-même, comme je l'ai dit, qui les provoquez parfois. Et vous voulez nous prendre au piège après pour dire l'État nous paye différemment. Non, c'est vous-même qui êtes derrière ça. Vous quittez vos endroits, les milieux ruraux, vous venez vous installer à Kananga, parce que tout le monde veut rester à Kananga, et vous voulez que les salaires soient là, les salaires que tu avais là-bas, que ça te suive ici. Et vous vous arrangez, les salaires vous suivent, et vous voulez maintenant revendiquer.
Il faut commencer par régulariser les choses. Vous comprenez? Il faut commencer par, si votre mari a été muté et que vous devez faire les regroupements familiales, entrez vos dossiers en bonne et due forme et on va régulariser la situation. Donc là, vous m'avez pris au piège, mais je ne peux pas me laisser prendre parce que je connais ce qui se passe généralement. Oui, je ne sais pas si j'ai encore une question. Oui, aidez-les parce que c'est vous qui êtes. À votre situation, nous l'avons constaté que vous avez été mécanisé comme les écoles de l'intérieur. Voilà. Je sais que la correction a été faite, même si vous passez à mon bureau, pour notre sous-division, j'ai 297 cas renvoyés. Maintenant, vous savez, le système, les circuits financiers, tout se traite au niveau du ministère des Finances et la direction des paies. Quand le SOCOPE traite le fichier, va là-bas. Vous voyez, maintenant, eux aussi, là-bas, ils travaillent par trimestre. Vous voyez que pour augmenter l'enveloppe, il faut vous solliciter l'argent. C'est déjà arrivé, le travail est déjà envoyé. Attendons que la direction des paies aussi corrige. Si vous voulez voir, passez à mon bureau, vous verrez votre nom. Nous l'avons déjà fait. Donc, tu parlais de toi-même, c'est pas? Oui. Merci pour la parole. Les invités de l'accueil de ces gens. Il part à la retraite, on lui donne $2 700. C'est l'insulte ou bien c'était un remerciement? Comment pallier à ça? On ne peut pas insulter quelqu'un quand on aurait même ses valeurs pour nous. La loi dit, quand on va les salaires multipliés par 13, ça fait combien? Prenez le calculateur. Calculez rapidement. Et dites-moi, prenez votre salaire actuel. Oui. Votre salaire de base. Votre salaire de base. Mais, alors, je vais vous dire encore une chose. Ça fait combien? Qui a calculé? Ok, non, s'il vous plaît, on va pas le faire. Mais je voudrais vous faire voir, on n'est même pas à $1000. On n'est même pas à $1000. Si on calcule, si on met ça par 13, on n'est même pas à $1000. Et c'est vrai, je vais vous le dire. Ce ne sont pas les frais qui sont venus du gouvernement. C'est coupé avec les nettoyages du fichier P. En attendant que l'État apprenne ses annonces. Et aujourd'hui, l'État a compris que c'était très important. Et il y a pour pouvoir rendre une retraite honorable. Je pense que les actions que vous devez plutôt encourager. 35 ans, l'Église prend l'initiative avec des moyens à envoyer les enseignants en retraite. Donc, il n'est pas question de suivre. Je pense que les actions que vous devez encourager. Les ministres, on n'a pas la voix. Vous avez les députés qui vous représentent. Dites-leur ça. Dites-leur ça aux députés. Au lieu que vous viennent seulement, vous allez seulement les assigner par les ministres. Parce qu'aujourd'hui, si cette texte est mise en place, c'est ça qui fait peur des retraites des enseignants, qui aura plus de 800 000 personnes, vont prendre en charge ces besoins de l'enseignant. Je crois que vous avez à encourager les actions de l'État. En plus, avec cet argent, je ne peux pas demander qu'est-ce que les autres ont fait de cet argent qui leur envoie les enseignants en retraite. Il prend en charge les enseignants inclus du maternel. Avec cet argent, on a augmenté les frais de fonctionnement de nos écoles à hauteur de 20,25%. Ce n'est pas grand, mais c'est quelque chose. C'est pour encourager cette action-là et venir avec des contributions qui peuvent venir à faire avancer cela. Voilà un peu notre façon de remercier les enseignants et non les étudiants. Nous, je pense qu'on ne peut pas humilier les enseignants. J'ai fait l'école primaire. Et ma mère est enseignante. Donc, la même chose de toi. Donc nous connaissons Dieu. Nous, on n'a pas vécu dans l'aisance. Parce que nos parents étaient pauvres. On a dit nos parents aujourd'hui. Parce que nos parents ont accepté d'être pauvres. On ne peut pas sacrifier l'enfant. On ne peut pas travailler pour l'enfant. Nous faisons notre point de vue. Heureusement, nous avons un ministre qui prend conscience de cette situation.
Mais si on regrette de voir que vous devez comprendre ce qu'il dit là. Je crois que les gens qui sont encore ici, on va trouver un mécanisme pour que vous ayez une proposition. Parce que vous devez savoir, ne remplissent pas les engagements pour vous demander d'aller en grève. Et quand ils viennent là-bas pour négocier, il y a beaucoup de choses. Je ne veux pas dire ici. Très souvent, ils ne sont pas là pour vous. Et je comprends pourquoi ils ne veulent pas rendre compte. Parce que quand ils viennent là-bas, on s'occupe d'eux. Et vous devez suivre cela. Mais quand vous ne connaissez même pas les termes des accords qui sont là, vous allez faire le suivi comment? Ça, c'est un problème. C'est vraiment un problème. Donc, je pense qu'on va faire en sorte, quand on est encore là, que vous puissiez comprendre ce que le gouvernement s'est engagé à faire pour améliorer les conditions de l'enseignant. Voilà un peu ce que je pouvais dire. Je vois encore des questions. De l'EPD Kamaï. Moi, c'est directeur l'état de l'EPD Kamaï, 28e communauté méthodiste au Congo central. Ça fait plus de 3 ans qu'il y a eu des lauréats inspecteurs. Nous avions remplacé les enseignants dans nos écoles. Ces enseignants restent toujours impayés. On nous a dit que le salaire, c'est pour l'école. Mais quand ces inspecteurs sont partis, ils sont partis avec leur salaire et c'était resté vide dans nos budgets. Qu'est-ce qu'on peut pallier à cette difficulté? Merci beaucoup. C'est une exception, je venais par rapport au principe du salaire actuellement de l'établissement scolaire. Mais au mois de décembre, sur la mise à jour de décembre, tous les cas là, parce que chez moi j'avais 33 ans. Tranquillisez-vous. Bon, je dois d'abord considérer cette phase C'est bon. Maman, vous avez la parole. J'espère que les points éminents ont été édifiés par la présence du conseiller des ministres et par la présence de Maman Bibiche chargée de communication. Son message était très clair à tel point qu'aussitôt après, il n'y a pas eu de précisions à demander, des agitations. Tout le message a été très bien perçu et tous nous sommes convaincus de pouvoir descendre dans nos sites pour la signature des actes d'engagement pour souscrire au code de bonne conduite. Vous aurez la supervision de tous les membres du comité sous-provincial qui sont nos gestionnaires directs de proximité des réseaux. Ils viendront chez vous. Nous nous entendons pour notre juridiction parce qu'aujourd'hui vous êtes là, il est midi passé, il y en a qui doivent encore rebrousser chemin jusqu'à 30-40 km. On vous donne le temps de sensibiliser. Non, aujourd'hui c'est peut-être juste parce que s'il y en a qui doivent encore toute la matinée être en route, sensibiliser les enseignants demain mardi. Mercredi, tous nous nous trouvons et là, les membres du comité viendront vous rejoindre pour voir comment vous procédez à la signature de tous ces actes de désengagement vis-à-vis de vos enseignants. Donc, vous avez le temps de retourner dans vos sites, passer l'information et mercredi, passer à l'acte avec la supervision des membres du comité qui viennent. Ça va venir. Mais faites d'abord le travail. Cette semaine, en tout cas, je vous rassure que vous aurez votre transport. Donc ne vous souciez pas de ça. Nous, on veut. On y travaille. On apporte exceptionnellement, parce qu'il a demandé avec insistance, une dernière intervention au directeur qui insiste là-bas, parce qu'il n'a pas d'argent pour payer des... Professeur de m'avoir accordé la parole. J'ai 3 préoccupations. La première, c'est de demander au conseiller, comme il est sur place, quel est le sort réservé aux écoles désactivées. Deuxièmement, c'est depuis longtemps qu'on attend la part du ministère pour l'organisation du TENAFEP. Pourquoi ça tarde jusqu'à ce jour? Ma troisième préoccupation, heureusement que maman chargée de Perse est là, c'est très bien, on vient en appui à la gratuité d'enseignement, mais si souvent nous constatons que l'appui
vient en manuel. Et lesquels manuels n'ont pas les sous-bassements, le programme national, mais trouvent leur sous-bassement ailleurs. Est-ce qu'on se réfère au programme national pour élaborer les manuels, ou on lance seulement les marchés et on nous envoie seulement les manuels qui ne concordent même pas avec le programme national? Merci. On a déjà procédé à la réactivation de quelques écoles et d'autres à qui on a demandé des documents à fournir doivent le faire. Mais comme j'ai dit, il y a des écoles qui ont fonctionné pendant plusieurs années, peut-être sans arrêter, parce que l'école était payante. C'était un business pour l'école. Et maintenant que l'école devient gratuite, le problème se pose. Vous n'avez pas d'arrêté, mais vous fonctionnez. Donc, l'État ne vous connaît pas officiellement. Mais qu'à cela ne tienne, la commission est en train de travailler. Ils ont déjà réactivé une bonne partie d'écoles. Et les autres doivent attendre que la commission rende son rapport. Alors, par rapport à la question du TENAFEP, je pense que vous avez suivi tout ce qui s'est passé autour de cette question. Vous étiez au courant des problèmes qu'il y avait entre l'IGF et les ministères. Donc, l'IGF avait estimé que les frais des intervenants du TENAFEP devraient être payés par voie bancaire. Bon, c'est que les ministères avaient trouvé possible, mais qui n'était pas pragmatique. Parce que si on doit payer 30 ou 60 000 francs à quelqu'un par voie bancaire, la banque va déjà couper une partie. Et qu'est-ce qui va rester? Mais aussi, ce n'est pas tout le monde qui a un compte bancaire. Ça aussi. Et après analyse, on a trouvé que ceux qui avaient des comptes bancaires étaient peu nombreux que ceux qui en avaient. Même ceux qui en avaient, ça posait même problème. Alors, la question a été analysée encore au niveau de la primature. Et aux dernières nouvelles, on devrait procéder au paiement de cet argent. Mais on attend. Donc, il n'y a pas que vous. Nous aussi, nous sommes des intervenants, donc nous attendons aussi. Donc, tranquillisez-vous, tranquillisons-nous et attendons. Croisons les doigts. Voilà. Bon, l'autre question, après Emmanuel. Je parle un peu pour tout. Bon, je ne sais pas si ces manuels ne suivent pas le programme national. Mais vous n'avez jamais dénoncé ça. Si vous nous avez envoyé des manuels qui ne sont pas en accord avec le programme national, dites ça, dénoncez cela. Je suis d'accord avec vous parce que, s'il vous plaît, on a trouvé des situations où des manuels qui sont réimprimés au Bénin, qui sont imprimés par-ci, par-là. Bon, les ministres déplorent cela aussi tout le temps. Et je pense qu'on veut à ce qu'on donne avantage aux éditeurs congolais. Mais vous comprenez que pour la plupart des cas, ces manuels sont imprimés avec l'argent qui n'est pas congolais. Et quand, peut-être c'est la Banque mondiale qui lance un appel d'offres, trouve que l'imprimeur du Bénin est le mieux offrant, il les prend. Ça aussi, c'est un fait. Parce que quand on dit appel d'offres international, ça veut dire que même celui qui est au Bénin, il peut postuler et gagner le marché. Et très souvent, c'est eux qui gagnent le marché parce qu'eux, ils savent bien étudier les choses. Ils savent bien présenter leur dossier. Ça aussi, c'est un problème qu'on doit comprendre. Donc, si l'appel est national, c'est bon. Mais quand il est international, sachez que les manuels peuvent venir même du Zimbabwe, même de je ne sais pas quoi. Donc, c'est ça que je peux donner. Peut-être qu'elle peut compléter parce qu'elle est... Pour ce qui est des manuels, le conseiller a parlé de l'impression. Moi, je vais parler du contenu. Il y a deux projets, à ce que je sache, il y a deux financements qui ont appuyé la mise en place des manuels scolaires. Il y a le PEC-PSU, il y a le PACE. Je sais que l'écriture de ces manuels-là a été faite par nos enseignants à nous. Peut-être l'impression, c'est un marché assez costaud et ça a été lancé au niveau international. Et puis les Béninois ou les Zimbabwéens ont postulé, ils ont gagné le marché. Mais le contenu a été fait par nos enseignants congolais d'ici.
On a recruté des consultants nationaux, donc des consultants congolais. Ils ont sillonné partout dans les provinces et ils ont rapporté ce qu'ils ont rapporté. Je me rappelle très bien de toutes ces séances où il y avait des ateliers d'écriture, des manuels, et la production ou l'impression, vu que ça doit se faire sur toute l'étendue de la République, excusez-moi, ça exigeait que le marché soit lancé à l'international. Ça, ce sont des procédures de passation de marché. Je ne suis pas experte en passation de marché. Mais le manuel que le PERS est venu vous présenter dans le Code de bonne conduite, si vous le lisez très bien, vous vous rendrez compte qu'il est parti du Code de bonne conduite pour l'agent public de l'État. Donc, ce n'est pas de la génération spontanée, ce n'est pas venu de nulle part. Nous nous sommes basés sur un code qui vous régit déjà en tant qu'agent public de l'État. Ce qui a été ajouté, c'est simplement le fait qu'on a contextualisé ce code-là pour le placer dans le milieu scolaire. C'est tout. Donc les termes qui y sont utilisés, c'est pour montrer que c'est pour l'agent public de l'État, mais cette fois-là, c'est un personnel enseignant. C'est ainsi qu'on parle des élèves, des enseignants, et puis voilà. Donc c'est juste cette précision-là. Soyons apaisés, ce n'est pas un blanc qui a écrit le manuel, ce n'est pas un blanc qui a écrit le code de bonne conduite, ce sont des choses qui sont sorties de notaires, si je peux m'exprimer comme ça. Merci. Lever la séance pour libérer le travail. Vous continuez, celui qui est servi peut aller, celui qui n'a pas tout, attend, on vous sert, on vous donne tous les documents, alors on se sépare. Oui. École mécanisée et payée. On n'a pas dit école à payer, on n'a pas dit nouvelle unité qui attendent encore la mécanisation. On n'a pas dit enseignants qui remplacent les enseignants ici. Donc, les enseignants payés jusqu'à présent par les trésors publics qui sont déjà connus. Le processus est en cours. Chez nous, on n'est pas statique, on bouge chaque année. Lequel passe tout enseignant actif à l'EPST, ça sera par la signature de cet acte d'engagement. Les nouveaux recrues doivent aussi signer pour compléter la série. Donc ne vous inquiétez pas, vous ajoutez, vous allez utiliser les poissons. Nouvelles unités seront payées par les trésors publics. Parce qu'il faudra aussi, dans la il faudra signaler qu'il y a un délai de désignation pour prendre pour élèves, filles, garçons, violence sexuelle, harcèlement sexuel, de vous cacher, de vous essayer de faire Les fiches que vous allez recevoir, vous aurez à remplir une rubrique à ce sujet. C'est là. Quand est-ce que tel enseignant ou telle enseignante a été élu par le votre école, quand on parle pour l'école, pour gérer.
Monsieur Marcel. Monsieur Marcel, c'est madame la une deuxième. D'accord. C'est bon. Donc, sœur Béatrice, c'est vrai, vous êtes parmi les doyennes des enseignants ici dans le Kasaï Central 1. Alors nous voulons en fait avoir brièvement votre expérience dans la carrière enseignante. Combien d'années dans ce métier? Qu'est-ce que vous avez tiré de bon en étant enseignante? Donc juste brièvement un petit mot de votre parcours. Dans l'enseignement, j'ai commencé l'enseignement en 1959. Alors, à la mission catholique, la première mission du Kasaï Mikalaï. Dans l'enseignement, en travaillant, mon souci avait de former bien les jeunes filles. Puisque dans nos écoles de charité, on avait souvent seulement les filles. Alors, de former bien nos filles. Alors, en voyant maintenant, après, les filles que nous avons formées, on les rencontre partout, à Kinshasa, à Kananga, même partout, ils étaient toujours très contents. Eh bien, on avait beaucoup de confiance en elles. Donc, là où elles travaillaient, puisqu'elles étaient bien formées. Et puis, très polies, et très charitables. Donc, tout ce qu'elles ont appris chez nous, à l'école, donc c'est-à-dire qu'elles ont essayé de pratiquer ça dans leur vie ordinaire. Et puis, dans l'enseignement, moi-même, j'étais aussi formée, puisque mes supérieurs m'avaient envoyé plusieurs endroits, comme nous sommes les missionnaires. Alors j'étais parti à Lubumbashi, au Bas-Congo, et peu partout comme ça, ici au Kasaï. J'ai fait longtemps alors, pour former toujours dans l'éducation des enfants, des jeunes filles. Oui, c'est vrai, le ministre de l'EPST a lancé depuis quelques mois a procédé à la mise à la retraite de quelques enseignants qui ont atteint l'âge de la retraite. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Je suis prête et moi-même, vous voyez, j'ai 60 ans, plus 62 ans de naissance et puis 61 ans dans l'enseignement. Je suis fatiguée. Mais j'ai encore envie de continuer ce travail. J'aime bien l'enseignement. J'ai retiré beaucoup de choses dans l'enseignement, dans ma vie, éducation et tout ça. Alors, comme maintenant je me sens fatiguée, avec des maladies parfois, alors j'ai déjà demandé à mes supérieurs s'ils peuvent me chercher la place où je dois aller me reposer, même toute une année. Merci ma soeur. Merci aussi. Moi, je suggère même, citons déjà fait des éléments importants. Qu'elles sont souvent dans l'ordre aux agences provinciales et conseiller aux paysans, étant donné que l'argent est déjà en cours de...
Mais je te dis oui. Pour cette activité qui nous réunit avec le comité sous les écoles ciblées en déterminant leur nombre